Bonjour tout le monde. Je parle un peu du nez, je suis malade, je suis désolé. Et mon thème, c'est pas extension DBT, c'est DBT Artifact. Mais c'est petit terme. Ok. Alors, je vais vous faire une petite introduction en 10 minutes. Le but, c'est que pendant ces 10 minutes, ceux qui connaissent déjà DBT s'endorment pas, et ceux qui connaissent pas DBT puissent à peu près avoir les concepts pour les talks d'après. Donc déjà, la première chose, DBT, ça s'écrit en minuscule et pas en majuscule. J'en ai marre de le voir écrit en majuscule, je fais une syncope à chaque fois. Donc ça, c'est pour ceux qui sont déjà endormis, je vous le mets en rouge pour que vous vous en souveniez bien. En minuscule. Donc DBT, ça a été créé il y a 6 ans par 2 personnes, Tristan et Drew. Ils étaient dans une boîte de conseil et ils se sont rendus compte qu'ils faisaient tout le temps la même chose. Ils faisaient des modèles dans une base de données, ils avaient envie de les organiser. Et du coup, ils ont développé une suite d'outils pour répondre à ce besoin-là. Et ils ont créé une start-up, une boîte, qui s'appelait à l'époque Fishtown Analytics et qui s'est rebrand récemment en DBT Labs. Donc là, ça c'est juste le premier papier, le premier blog post qui a un peu introduit ce que c'était DBT. Ce dont ils se sont rendus compte, c'est que les organisations qui devenaient matures sur la partie analytics étaient en train de switcher de technologies propriétaires qui étaient chiantes parce qu'elles sont propriétaires, elles coûtent cher, on est enfermé, vers des plateformes data de plus en plus légaux ou composables avec plein de trucs dedans. Avec des scripts d'intégration simples ou des outils déjà SaaS pour faire ça, et particulièrement avec du SQL, du R et du Python pour faire des transformations. Alors il y a le Java, le Spark qui est aussi à côté, mais n'en parlons pas. Pour répondre à ce besoin-là et avec ce constat-là, ils se sont dit on va développer une suite d'outils qui s'appelait à l'époque Analyst Collective, qui était un repo GitHub dans lequel il y avait 3 parties. Une partie qui s'appelle DBT, une partie qui s'appelait Analytics et une partie qui s'appelait Data Generator. Bon, du coup, on va parler juste de DBT. DBT, à l'époque, Data Build Tool is a deployment tool for data models. Je vais vous montrer ce que ça veut dire data model dans ce cas-là. Salut Pablo. DBT aujourd'hui, c'est 9000 compagnies qui l'utilisent payant, la version open source probablement plus. Sur le Slack, il y a 37 000 personnes qui sont dessus, ce qui veut dire qu'en termes de communauté, c'est quand même assez gros, et ça permet, quand on a un problème, en général, il y a déjà une question qui a été posée sur le Slack, pas forcément de réponse, mais il y a souvent la question qui a déjà été posée. Sur GitHub, à peu près 6000 stars, et ils ont levé du fric, et ils sont évalués à une valeur très haute quand on la compare à l'argent qu'ils génèrent. Bon, ça c'est un autre sujet. Selon moi, DBT, c'est une solution qui est au milieu entre quelque chose d'humain, de processus, d'organisationnel et technique. Humain dans le sens où DBT, c'est ceux qui ont popularisé le titre de Analytics Engineer. Alors, l'Analytics Engineer, c'est une personne qui est à la frontière entre le Data Engineer et le Data Analyst et qui permet de faire des trucs dans le warehouse. Personnellement, je pense que c'est du marketing et que c'est un relabeling de ce qu'on appelait précédemment le BI Engineer, donc la personne qui s'occupait de faire la business intelligence dans une boîte. Donc ça, c'est la partie, on va dire, humaine, pas forcément organisationnelle, mais au moins humaine. Et en niveau tech, c'est 2 produits, DBT Core, qui s'installe avec Pip, et DBT Cloud, qui est une web UI avec un IDE qui est pas très bien, basé avec un modèle freemium, mais ils sont en train de le refaire parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas fait. En une phrase, DBT, c'est, alors j'aurais peut-être dû l'écrire plus gros, c'est un framework de développement qui combine de l'écriture SQL modulaire avec des bonnes pratiques de software engineering pour faire des data transformation fiables, rapides et fun. On s'amuse beaucoup quand on fait du DBT. Je demanderai aux gens qui en font déjà si c'est vrai ou pas, mais voilà. Où est-ce que ça se passe DBT dans la Modern Data Stack? La Modern Data Stack, en général, on la modélise comme ça. On a des data loaders, des trucs qui chargent de la donnée brute à un endroit, dans un warehouse en général. Et ensuite, on veut de la donnée transformée pour l'utiliser dans notre outil de BI, ou dans notre machine learning, ou quelque part, peu importe. DBT, ça se place au milieu, ça permet de faire toutes vos transformations et de tout organiser. Si on fait juste un petit peu d'historique,
avant aujourd'hui, on faisait de l'ETL parce que le stockage ça coûtait très cher. Donc on extrayait de la donnée, on la transformait avant et ensuite on la chargeait parce que c'était trop cher de stocker toute la donnée à un endroit. Donc ça c'était avant 2012, si je caricature. Le cloud est arrivé, le coût du stockage a droppé et du coup des data warehouse cloud sont apparus avec une échelle infinie. Bon, je mets infini entre guillemets parce qu'on se rend compte que l'infini ne veut plus trop dire grand chose en termes de ressources aujourd'hui, surtout en électricité. Mais bon, ça a quand même débloqué des concepts et des choses, et avec cette échelle infinie, du coup, ça a permis de débloquer l'ELT, donc l'idée de extraire la donnée, la charger dans un stockage, un warehouse, et ensuite la transformer. Et si on fait de l'ELT, ce que ça débloque après derrière, c'est toutes les transformations, on les fait en SQL, parce que toute notre donnée est dans un warehouse, du coup on fait toutes les transformations en SQL. Du coup, SQL est devenu, si ça ne l'était déjà, le langage de la donnée, plus que tout autre langage. Et en conclusion, alors je ne suis pas vendeur DBT, hein, c'est juste ma vision et c'est une manière de voir le problème. DBT, ça aide à atteindre le warehouse first, donc le warehouse au milieu de votre plateforme data, pour faire du SQL pour tout. Un problème, une question en data, je fais du SQL, et si je fais du SQL, je le mets dans DBT, parce que DBT c'est ma boîte à outils pour organiser mon SQL. Voilà. C'est un peu ça la vision derrière DBT. Petit juste schéma, pour juste, attention, c'est 5 logos de warehouse à peu près. Le premier c'est Oracle, ça a été fondé dans les années 70. Au tout début, quand il y avait Oracle, ça a marché, ça a permis de faire plein de choses géniales. Sauf que tout le monde, au bout d'un moment, s'est dit Oracle, ça coûte hyper cher. On fout tout dans Oracle, mais on n'arrive pas à le gérer parce que c'est trop compliqué. On est vendeur loqué, faut qu'on sorte. Du coup, bon, c'est pas Hadoop qui a résolu ce problème-là, mais il y a quand même Hadoop qui est arrivé, qui a permis un peu d'avoir du répit et de sortir d'Oracle. Ça, c'était dans les années 2006-2005. Ensuite, il y a Redshift qui est arrivé en 2012, qui a un peu transformé la manière dont on faisait de la BI et de la data, parce que c'était quand même plus simple que Hadoop, et on pouvait faire du SQL, sauf que c'était quand même pas mal de management, ça coûtait assez cher, parce qu'il fallait 3 nœuds au début pour avoir un cluster Redshift, et ainsi de suite. Et après, il y a les cloud data warehouse comme Snowflake et BigQuery qui sont arrivés, où la magie est arrivée, c'est on met de la donnée quelque part, on fait du SQL, ça marche. Le problème, là j'ai fait une boucle qui tourne, c'est qu'aujourd'hui, en fait, avec ce qu'on est en train de faire, on est un peu en train de tomber dans le modèle de Oracle. C'est-à-dire qu'on a un warehouse dans lequel il y a tout, et on a nos procédures stockées Oracle dans DBT. Bon, voilà, c'est juste le warning, c'est il faut quand même faire attention de ne pas reproduire dans un modèle qui existait déjà avant, et pas se renfermer forcément dans une boucle ou dans un système qu'on a voulu fuir à un moment donné. Bref, maintenant si je parle de DBT, rapide aperçu DBT Cloud, à quoi ça ressemble, c'est un IDE qui est comme ça. Sur la gauche, il y a les fichiers comme un IDE, au milieu il y a du code, et en bas on peut voir les résultats de nos requêtes SQL et l'arbre de nos requêtes DBT si on a envie, et on peut exécuter des commandes. J'en parle pas plus. Vous pourrez essayer, je sais pas pourquoi cette slide est vide. Comment on installe DBT? On fait pip install. Comment on initialise DBT? On fait DBT init. Ah, ça s'est pas mis dans l'ordre que je voulais, tant pis. Quand on fait DBT init, ça nous génère un dossier avec ces fichiers-là, par défaut. Et dans tous ces dossiers-là, il va y avoir, DBT c'est un framework avec des pratiques. Et du coup, dans chaque dossier, il y a quelque chose à mettre qui correspond à quelque chose dans DBT. Les analyses, c'est un peu tout ce qui est ad hoc. Le DBT project, c'est le fichier qui gère tous les settings de DBT. Les macros, c'est les fonctions qu'on veut utiliser pour factoriser des choses. Les models, je vais vous expliquer ce que c'est. Les seeds, c'est quand on veut charger des fichiers plats directement, facilement avec DBT. Et les snapshots et les tests, je vais en parler aussi. Alors, en termes de concept, qu'est-ce qu'une source dans DBT? Une source, ça fait référence à une table ou quelque chose qui a été extrait et chargé dans Warehouse, pas par DBT. C'est quelque chose qui est externe à DBT. Les models. Un modèle, c'est un select. Après, un select, ça peut être matérialisé de plein de manières différentes, comme une vue, comme une table matérialisée si on est encore dans du live, comme une vue matérialisée si on est encore dans du live.
Enfin, peu importe. Un modèle, c'est un select statement. Donc après, il y a la méthanisation de staging advanced, c'est une structure logique dans DBT qui permet de faire une séparation entre les sources, entre le nettoyage des sources et la donnée transformée qu'on va utiliser dans les marks. Il y a, vous pourrez avoir les slides, et là il y a juste un lien, c'est How we structure our DBT project. C'est un lien vers une page de la doc DBT. La doc DBT est très bien faite et très bien organisée. Je pense que technologiquement, DBT, il n'y a pas grand chose, c'est pas ouf. En revanche, en termes de documentation, c'est probablement un des meilleurs projets en termes de pratique et de description de pratique autour du projet. C'est ça aussi qui fait que DBT c'est fort, c'est que leur doc est bien faite et surtout leur recommandation de pratique autour de l'outil est vraiment bien. Après, technologiquement, dans DBT, c'est un truc qui range vos requêtes SQL. Un peu plus gros, parce que ça fait 3 ans qu'ils bossent dessus, mais voilà. Dans DBT, on peut aussi écrire des tests. Donc les tests, c'est des requêtes SQL qui permettent de tester vos tables dans le warehouse. On peut faire des snapshots. Les snapshots, c'est ce qu'on appelle des SCD, Slowly Changing Dimension. L'idée, c'est de recréer un event stream de votre table à partir d'une table qui est en batch. C'est-à-dire, vous avez une table utilisateur qui est mise à jour tous les jours. Vous recréez un peu ce qui s'est passé pour chaque utilisateur quand l'utilisateur échange pour chaque ID. Bon, ça c'est juste rapidement. Les sources, on les définit avec du YAML. Bienvenue dans le YAML Development quand on fait du DBT. Donc plus qu'à faire du Kubernetes et après on est des gros YAML développeurs. Ensuite, les models, et c'est là où il y a la grosse feature de DBT, c'est que quand on écrit un select statement, une requête SQL, on ne fait pas des from traditionnels, on fait des from avec une syntaxe Jinja que DBT va interpréter pour recréer l'arbre de vos requêtes SQL. Et avec cet arbre de vos requêtes SQL, il va ensuite savoir comment il doit orchestrer les requêtes SQL entre elles pour lancer votre projet. Voilà, ça c'est la grosse magie derrière. Après il y a plein d'autres petits outils, mais c'est ça le cœur. Si je vous montre juste un petit test, donc là c'est un modèle qui s'appelle Orders, ça vient de la doc. Là il y a un test qui dit la colonne status, elle n'accepte que comme valeur placed, shipped, completed et returned. Et quand on lance DBT test, il va vérifier si dans cette colonne-là, il n'y a que ces 4 valeurs-là. Et si c'est pas le cas, ça va planter. En fait, il y a des types qui ont sauté de mes slides, mais... les macros, c'est des fonctions qu'on veut définir en Python, qu'on peut réutiliser pour templater nos requêtes SQL. Donc nos requêtes SQL elles passent dans le moteur templating, et grâce aux macros en DBT, on peut factoriser du code SQL ou de la génération de code SQL. Voilà, je vais vite finir. En termes de concept, il y a ces autres petits trucs qui sont intéressants à regarder. J'en parlerai notamment dans mon talk à la fin, et je pense que dans certains autres talks, vous en verrez une certaine partie. Docs, c'est la partie de DBT où on peut générer une doc directement depuis notre projet. Notre projet, il se crée et ça génère une page web où on peut explorer ce qu'il y a dans notre projet. Les exposures, c'est si on a un modèle qui part dans un tableau, on peut les définir à cet endroit-là, pour que juste ça soit défini quelque part. Ça ne sert pas à grand-chose, c'est juste défini. Style des snapshots, j'en ai parlé, les macros, j'en ai parlé. Les packages, c'est si on veut utiliser du code créé par d'autres dans notre projet DBT. Les hooks, c'est si on veut lancer des choses après certains événements, comme la fin d'un calcul de modèle ou la fin d'une commande. Et les operations, c'est si on veut faire des commandes SQL qui s'exécutent. Donc on a une commande SQL qui fait, je sais pas, qui remplit la colonne statut à Toto. Donc on peut faire une run operation qui fait un update sur la colonne statut et qui remplit tout à Toto. Voilà, en conclusion, DBT c'est pas une baguette magique, c'est un framework. Vraiment. Et donc un framework ça implique de connaître ce qu'il y a dedans pour pouvoir l'utiliser correctement. Et si vous ne comprenez pas ce qu'il y a dans DBT, vous allez faire n'importe quoi. Donc c'est important de vraiment essayer de prendre le temps de comprendre pour savoir ce que vous allez faire. Voilà pour mon introduction.